Bueno, le he preguntado que bueno, ellos como directores han logrado que este género de documentales de naturaleza, que es un género que no es muy comercial, pues se vuelva pues un éxito comercial. Entonces le he preguntado cuál es el secreto y qué le recomendaría a jóvenes directores que quieren dedicarse a ello. Je crois que c'est une question qui s'adresserait plus à Jacques Perrin qu'à moi-même, puisque moi j'ai la chance de partager avec Jacques la réalisation du film, mais il en assume seul, et avec beaucoup de partenaires, comme vous avez pu le voir, la production. Donc c'est plus à Jacques Perrin de répondre qu'à moi. Ce que je dirais, c'est que nous, on a la chance en France d'avoir ce producteur exceptionnel qui justement va dans des directions peu attendues, va dans des directions difficiles, et une fois qu'il s'engage dans un film de nature, il va au bout de ce qu'il peut faire. Il va parfois très loin, même si les films ont eu un grand succès. Je pense à Océan, par exemple, qui a été vu par des millions de personnes dans le monde. Il a dû, Jacques Perrin, revendre une bonne partie de son catalogue pour rembourser ses dettes à la fin d'un très grand succès. Parce que ce sont des films qui coûtent extrêmement cher, parce que ce que nous offre Jacques, c'est le temps. C'est-à-dire que pour faire un film comme ça, nous étions pendant 1 an et demi, presque 2 ans, à 5 équipes, à tourner très 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 fréquemment, et donc ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, on a la chance d'avoir en France un personnage incroyable qui est Jacques Perrin, qui se lance dans des aventures folles, qui investit beaucoup, et puis après qui accompagne les films. Il sera avec nous et avec José María Morales qui est là et qui devrait me rejoindre dans quelques semaines pour présenter le film pour la sortie en Espagne. Bueno, dice que esta pregunta debería responderla más bien Jacques Perrin, porque en esta película él asume la producción junto con otros productores y que tienen la suerte de contar con esta persona un productor tan maravilloso como él, y que cuando una vez se embarca en un proyecto va hasta el final y bueno, lo apuesta todo. Y de hecho en Océan, en su película anterior, Océanos, se ha tenido que, pues se ha endeudado y no ha sido hasta el final de todo el proceso que ha recuperado todo lo que ha puesto en esa película. Entonces, porque esta película también ha sido un proceso de 2 a 5 años y es un proyecto muy muy caro. Y bueno, pues básicamente que tienen mucha suerte de contar con Perrin, que se embarca en estas aventuras tan locas. Y bueno, y también quería agradecer a José María Morales, que está por aquí también, y eso. Hola. Una pregunta. Felicidades, me ha gustado muchísimo tu película, como las anteriores. Creo que parte de la magia de tus películas es que realmente en el género documental incluyes estilos que no son propios del propio género, ¿no? Como la acción o estas secuencias de persecución de los lobos, los linces, ¿no? Este tipo de secuencias, para tener este tipo de acción en tus películas, ¿cuánto hay que rodar? ¿Cuánto cae sobre la edición? ¿Y cómo de importante es el sonido, la música y los efectos sonoros? Oui, effectivement, avec Jacques Perrin, on est toujours gêné par l'appellation documentaire par rapport à nos films. Parce que je sais que Jacques parlait pour Océan d'un opéra sauvage, et là, il a coutume de dire un poème cinématographique. On se positionne pas comme des documentaristes.
on fait des films de nature, et avec tous les moyens du cinéma. Et c'est ce qui caractérise ces films-là, c'est-à-dire que, on veut être dans la proximité des animaux. On veut se déplacer avec eux à leur vitesse, quel que soit le milieu. Comme par exemple, pour le peuple migrateur, les accompagner au-dessus des montagnes, au-dessus des mers, dans les airs. Aller sous l'océan à la vitesse des thons, des dauphins et des requins pour l'océan. Et là, pour ce film-là, il fallait accompagner aussi les loups, les sangliers en pleine course dans la forêt. Donc à chaque fois, pour ces 3 films-là, l'envie, le défi, c'est d'être à proximité des animaux, pas avec des longues focales, pas avec des téléobjectifs, mais vraiment proche d'eux. Et à ce moment-là, toutes les techniques du cinéma nous sont ouvertes. Peut-être que vous voulez traduire. Bueno, dice que ellos no les gusta categorizarse como documental, como género documental. Dice que Pegan hablaba de que era una ópera salvaje, también lo calificaba como un poema cinematográfico. Ellos hacen películas de naturaleza y en esta película lo que han intentado hacer es acercarse lo máximo posible a los animales, desplazarse con ellos, igual que en océanos estaban muy cerca de los delfines y de demás animales, aquí lo que intentaban era aproximarse a los lobos, a los jabalíes lo más posible, incluso sin usar teleobjetivos, sino acompañarlos, digamos. Entonces, pues, ya está. Oui, donc on parlait plus souvent en préparant le film d'un conte, d'une fable. On était, quand vous voyez par exemple le renard, le grand corbeau venir voler la nourriture des petits loups, on est plus auprès de la fontaine. Quand on voit la naissance du faon, on est plus près du film Bambi que d'un film documentaire de fiction. Donc ce que l'on commence par faire, c'est préparer les films pendant 1 an, 2 ans, voire 3 pour Océan, mais pour celui-ci c'était 2 ans, pour écouter beaucoup des spécialistes, écouter tous les scientifiques, nous apprendre un petit peu tout ce qu'on peut avoir envie de savoir sur cette période, sur ces animaux. Et puis après, on fait nos rêves, on se dit, ben voilà, on aimerait filmer telle scène, on commence par les imaginer. Évidemment, les scènes existent dans la nature, mais elles n'existent pas toujours. Et c'est pour ça que ce film est particulier, puisqu'il remonte dans le temps, il remonte à une époque où la vie sauvage était en Europe abondante, luxuriante, libre, et que cette vie sauvage n'existe plus aujourd'hui. Alors évidemment, quand on veut filmer une scène où une meute de loups poursuit des chevaux sauvages dans une forêt primaire, ça n'existe pas. Aucun documentaire ne peut nous donner ces images. Il n'y a plus d'émeutes de loups aussi importantes, il n'y a plus du tout de chevaux puisque les tarpans sauvages ont disparu, c'est une espèce qui a été éteinte au XVIIe siècle, XVIIIe, au XVIIIe, et il n'y a plus de forêt primaire. Donc effectivement, on est vraiment dans un domaine de cinéma, c'est-à-dire qu'il faut recréer des scènes qui ont existé, qui se sont probablement déroulées comme on l'a vu, mais qui n'existent plus. Et puis il y a un autre cas, il y a des scènes qui se produisent aujourd'hui et auxquelles on n'a pas accès. Comme par exemple la chasse d'un lynx. Si un spécialiste du lynx peut apercevoir dans ses jumelles 1 fois par an un lynx, il est très très chanceux. Donc comment imaginer l'accompagner poursuivant une biche à toutes les saisons, attaquant un terrier de renard? C'est pas possible. À ce moment-là, il faut utiliser d'autres techniques. Et les techniques que nous utilisons depuis le peuple migrateur sont celles de l'imprégnation. Imprégnation, ça ne veut pas dire dressage. Ça veut dire faire en sorte que les animaux n'aient pas peur de l'homme. Comme en fait, ils ne devraient pas avoir peur de l'homme. Quand on va très très loin, là où les animaux ne connaissent pas les hommes, ils n'en ont pas peur. Eh bien, ces petits loups, vous avez vu des loups dans le film, bébés, vous les avez vus adultes poursuivant le sanglier par exemple, ce sont les mêmes loups qui ont été proches de nous, qui n'ont pas peur de nos caméras et de nos opérateurs et de nous-mêmes, et qui nous laissent accès à leur comportement libre, puisqu'ils ne s'occupent plus de nous. Quand par exemple on voit les loups se câliner, s'embrasser, eh bien c'est une question de temps et de patience. La seule chose, c'est que nous, on peut être à côté d'eux, parce qu'ils n'ont pas peur de nous. Et c'est la même chose pour le lynx et pour tout. Donc
pour finir, on mélange deux techniques qui sont celles du cinéma de fiction, où l'on prépare les choses, mais avec une petite marge qui est qu'on ne demande pas à un animal de faire telle ou telle chose, on le laisse libre et il nous permet d'être à côté de lui. Et puis évidemment, beaucoup de scènes de nature, il y en a énormément qui sont filmées dans la nature sauvage. Pardon pour la longueur. Je vais essayer. Donc, bueno, dice que ellos se aproximan a veces a la fábula, al cuento. Cuando, por ejemplo, veis al cuervo robar la comida de los lobos, es más bien una escena como de una fábula de La Fontaine. También hay otra escena que se parece a, por ejemplo, a Bambi de Disney. Y bueno, que estas películas se tardan mucho en preparar, 2 años han tardado en hacer esta. Tienen que escuchar a muchos especialistas, a científicos, para poder aprender cómo se comportan los animales y cómo poder aproximarse a ellos. Y luego ya a partir de ahí ellos pues sueñan y se imaginan algunas escenas que quizá no existen en la realidad, algunas sí y otras tienen que recrearlas de alguna manera. Entonces, también se remontan en el tiempo a especies que ya no existen o que ya no conviven juntas. Por ejemplo, cuando el lobo persigue a los caballos salvajes, esa es una escena que no se podría reproducir ahora mismo porque la especie está desaparecida desde el siglo XVIII y tampoco existen estos bosques primarios. Las escenas, hay algunas que se producen también en la naturaleza de forma natural, pero a las que no tienen acceso. Entonces esas, por ejemplo, tampoco han podido filmarlas, entonces hay un poco de todo. Por ejemplo, habla de los linces, que es imposible ver cómo un lince caza porque los especialistas que son especialistas en los linces, pues si ven un lince una vez al año, pues ya se dan con un canto en los dientes, es muy difícil verlos. Entonces dice que utilizan básicamente 2 técnicas para rodar esta película. Por un lado, el cine de ficción, es decir, que cogen animales, los dejan libres y ellos les permiten estar a su lado, pero realmente no son de ese hábitat. Y luego ya las escenas documentales que ellos están allí en su hábitat y filman a los animales donde están. Hola, ante todo quería felicitaros por la película, es magnífica, pero al final en los textos, o sea, al final de la película he visto unos logotipos que no sé si son de agradecimiento o son patrocinadores de la misma. Son la Renault, Air France y sobre todo Stihl. Stihl es una multinacional americana y líder en motosierras. Y yo me pregunto, ¿qué pinta ahí? Muchas gracias. Non, mais c'est une question qui nous est souvent posée, les partenaires financiers du film, et ça depuis l'époque du peuple migrateur. Donc, quand on parlait tout à l'heure de Jacques Perrin, c'est que depuis très longtemps, parce que le peuple, on en parlait, ça fait 15 ans qu'il est sorti, Jacques Perrin va chercher le financement de ses films en dehors du circuit du cinéma. Parce que sinon, ce serait totalement impossible de faire ces films-là. Alors, évidemment, les sponsors sont des banques, sont
sont des grosses entreprises multinationales. Donc c'est souvent une remarque qui lui est faite. Mais ce que l'on sait, nous, c'est que c'est là qu'on a notre liberté. C'est-à-dire que ce sponsoring ne contrôle absolument pas ce que l'on fait, jamais. Même quand on a fait Océan avec Total comme sponsor. Donc on a des fois des paradoxes qui semblent incroyables. Mais Jacques Perrin, pour produire les films, va auprès des financiers, des sociétés qui sont prêtes à investir. Donc dans ce film-là, on a aussi beaucoup de problèmes de réaction dans le public avec des endroits comme Center Park qui sont très très critiqués en France particulièrement pour l'installation de centres de loisirs. Alors pour vous répondre, pour Steel, effectivement Steel est une société qui fabrique des tronçonneuses, donc c'est assez particulier. Mais c'est une société qui fabrique des casques aussi, et donc la participation de Steel à notre film, ça a été de nous donner à nous des casques, justement pour nous protéger quand on filmait ou quand on tournait dans des endroits de forêt primaire, pour ne pas prendre des branches sur la tête, ou bien quand on tournait une scène justement de destruction de la forêt. C'est les paradoxes du film, mais sans ces sponsors, il n'y aurait pas de film, c'est certain. Et encore une fois, ces sponsors nous laissent, c'est notre liberté de faire, on n'a vraiment aucune pression pour ne pas faire le film que l'on veut faire. Bueno, dice que Perrin siempre busca financiación fuera, fuera del mundo del cine, busca, y por eso en todas sus películas, desde Pueblo Inmigrante, tiene, sus sponsors son bancos o grandes empresas internacionales, y dice que eso les permite una gran libertad porque no controlan absolutamente nada de lo que hacen ni les imponen ningún tipo de condición por participar en la película. Entonces, para responder a su pregunta, dice que Steel, esta empresa en particular, lo que les ha proporcionado, aparte de las motosierras, son cascos para protegerles de las ramas de los árboles, sobre todo en las escenas que filmaban de destrucción del bosque. Y que es lo que les permite esa libertad, trabajar con grandes empresas. Una pregunta por aquí. Espérate. Hola, yo quería darle mi felicitación por la película, como todo el mundo supongo, sobre todo al equipo porque han rodado unas imágenes preciosas, increíbles, y yo tenía especial interés cuando ha explicado, que ya veo que lo ha explicado, que hay imágenes que no son reales porque evidentemente se ve que los caballos salvajes no conviven ya de esa manera con los lobos, era como imposible conseguir una imagen como esa, pero tenía especial interés por conocer la imagen en la que los lobos cazan a un jabalí, que yo también deduzco que no es real, pero quería saber cómo montan esa imagen y sobre todo la localización, es decir, si los lobos son lobos salvajes pero que los han puesto ahí o no, y la localización donde se hizo, y si también utilizaron alguna localización y alguna de las escenas pertenece a alguna parte de España. Non, mais nous avions tourné pour le peuple migrateur en Espagne plusieurs séquences avec nos amis qui sont présents ici. Cette fois-ci, nous avons tourné au Pays Basque, dans les Pyrénées. C'est la scène où on voit le lynx poursuivre le faon. Ça a été tourné presque à la frontière espagnole. La scène que vous évoquez, c'est effectivement, alors on l'a vu au début du générique, aucun animal n'a été blessé ou tué pour le film. Et ça paraît souvent, c'est des questions que nous posent beaucoup les enfants. Hein. On a projeté le film à des tas de classes d'enfants qui réagissent magnifiquement. J'espère qu'il y aura beaucoup d'enfants espagnols qui auront le plaisir de le voir dans une salle de cinéma. Et ils nous posent des questions, mais ça va des abeilles. Les abeilles que l'on voit gazées pendant la guerre de 14 sont vivantes. Toutes les abeilles qui bougent sont en train de se réveiller.
on filme pas les loups qui sont tués. Bon, certains loups ont appris à chuter, comme des cascadeurs, quoi. Ils ont appris à faire ce mouvement. Mais aucun loup n'a été tué. Le sanglier va très très bien. Le sanglier qui est poursuivi par les loups et notre amie, c'est une femelle qui s'appelle Rosie, et elle va vraiment très très bien. Donc on peut peut-être traduire ça. Effectivement, tous les animaux, même quand ils jouent des animaux morts, le faon va très très bien. Il est toujours très ami avec le lynx, hein, donc il y a des scènes qui sont détournées, on a l'impression de voir une prédation, mais en fait, pour pouvoir obtenir ces scènes-là, c'est simple, en fait, il suffit d'élever, dès leur naissance, un lynx et un faon ensemble, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait pour le film, et ça nous permet de filmer des scènes qui semblent être des prédations terribles, mais qui sont en fait des jeux de la part des... on parle souvent, nous, de personnages pour les animaux. On ne dit pas, voilà, on cherche des personnages, on cherche des expressions. Et on a autour de nous des animaux qui sont des acteurs fabuleux, comme le lynx. Tous les acteurs ne sont pas bons, hein, les acteurs animaux. Il y en a qui sont excellents et d'autres moins. Donc c'est à nous toujours de trouver le bon corbeau. Il y en avait qu'un sur les 4 qui était capable de faire la scène. Bueno, dice que sí que rodaron una escena en el Pirineo español, en el País Vasco, con la del lince, y que, bueno, como se ve en la película al principio, dice ningún animal ha sido lastimado en esta película, entonces son todo animales actores, digamos, y entonces, bueno, es una pregunta que muchos niños siempre les hacen, porque, claro, siempre preguntan, pero ¿qué ha pasado pues eso, con el jabalí o qué? Bueno, y dice que el jabalí se llama Rosy, que está muy bien y que sigue perfectamente. Y bueno, y también comenta que los lobos han aprendido a hacer ese movimiento como de cazar y entonces el secreto es realmente, pues, ¿cómo se dice? La impregnación. No, lo que quiero decir es criar a los animales juntos desde que son pequeñitos y entonces ellos se convierten en mejores amigos, realmente están jugando cuando hacen estas escenas. También comentaba que no todos los animales son buenos actores, que de hecho para encontrar el cuervo que aparece en la película tuvieron que pues, hacer como un casting de varios cuervos, como de 4 cuervos y solo había uno que era capaz de hacer la escena. Y bueno, pues eso, que realmente todos los animales los llaman personajes a ellos. Oui, j'ajoute juste une chose sur cette scène assez spectaculaire où les loups poursuivent le sanglier et ensuite mangent ce qu'on croit être le sanglier. En fait, ils mangent un sanglier qui sort d'un frigidaire, un morceau de viande qui leur a été donné pour la première fois. C'est-à-dire que c'était la première fois que ces loups mangeaient de la viande. Et comme nous, on était à côté pour pouvoir les filmer, ils ne s'occupaient pas de nous, on a assisté à une scène très très impressionnante où la hiérarchie à l'intérieur du groupe de loups s'est inversée pendant le temps des images que vous avez vues. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un loup dominant qui était très respecté, mais qui n'était pas très hargneux sur cette pièce de viande. Et un autre loup a dit « c'est ma viande et c'est moi le chef ». Et donc c'est pour ça que la scène a une violence incroyable, parce qu'elle a la réalité du comportement des loups qui règle quelque chose d'essentiel dans leur rapport à ce moment-là du film. Et il y a d'autres exemples comme ça aussi. Vous avez souvent vu le lynx assez maladroit. Eh bien, assez maladroit parce qu'on l'a filmé depuis qu'il était bébé, quand on le voit avec un lynx adulte, jusqu'à ce qu'il chasse. Eh bien, il a fait toutes les bêtises, il a été au bout de branches qui ne tenaient pas, il est tombé, il a glissé une fois dans sa vie, mais on avait la chance d'être à côté. Parce que cette expérience d'apprentissage, ou dans le groupe de loups, à partir du moment où on est tout le temps avec eux, on peut bénéficier d'un comportement complètement naturel ou d'une expérience nouvelle d'un animal. Bueno, quería comentar otra cosa con respecto a la escena del jabalí.
cuando los lobos cazan al jabalí es que cuando se ve al final que parece que se están comiendo al jabalí, en realidad es un trozo de carne que salió de la nevera y es la primera vez que esos lobos comían carne, nunca la habían probado y en ese momento es cuando se ve que la jerarquía que tienen, su comportamiento natural, se ve a un lobo que parece como muy respetable, pero se queda como un poco atrás, y hay otro que se tira directamente sobre el trozo de carne y es en ese momento en el que se descubre el comportamiento natural de estos animales, el comportamiento salvaje. En el caso del lince se ve que es un poco más patoso, pues, no tan hábil, digamos, y eso tiene que ver con que siempre que se haga caído, siempre ha estado alguien allí. Pero en el caso de los lobos se ve que es claramente su comportamiento natural. Tenemos que terminar ya el coloquio porque se nos acaba el tiempo de otra sesión después, pero muchísimas gracias a todos por venir y sobre todo ha sido un honor contar con la Criso para esta charla. Merci beaucoup. J'avais pas l'intention d'assister à la projection parce que j'ai quand même vu le film un certain nombre de fois. Mais dans la salle, assis devant l'écran, là, j'ai eu grand plaisir à le voir avec vous, à partager cette première espagnole. Alors merci. Et puis donc le film sera sur les écrans en Espagne el 20 de mayo. le 20 mai. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Así que